3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Uzan est à nos côtés, directeur général adjoint et directeur de gestion d'IM Global Partner. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont d'être à nos côtés également. Bonsoir Pierre-Alexis, directeur action et convertible de Groupama Asset Management. Et Patrice Gautry nous accompagne également. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Comment est-ce que vous regardez le débat sur la divergence qui semble se matérialiser entre les perspectives de baisse de taux côté américain et côté européen, Patrice, en intégrant notamment les dernières données américaines depuis le rapport sur l'emploi la semaine dernière et les dernières données d'inflation qu'on a pu avoir pour le mois de mars, et de l'autre côté, la communication centrale de Christine Lagarde à la suite de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE cette semaine. Divergence pour démarrer les baisses de taux, oui, sans doute, mais ensuite, quel degré de divergence est-ce qu'on peut attendre ou observer entre les intérêts de la Réserve fédérale américaine et ceux de la Banque centrale européenne pour la zone euro ? Oui, la situation est très différente entre les deux zones, puisque, en fait, on peut même inclure d'ailleurs le Royaume-Uni, l'Europe continentale et le Royaume-Uni par rapport donc aux États-Unis. Et effectivement, premier point, la croissance est plate ou sort à peine de récession au Royaume-Uni. Elle est encore très très fragile en Europe, alors qu'aux États-Unis, le problème, la croissance, reste au-dessus de son potentiel, et donc l'inflation reste au-dessus aussi de son potentiel ou au-dessus des fourchettes qu'avait données la Banque centrale américaine, même s'il y a un petit peu de ralentissement du côté de l'inflation salariale. Copie qui est complètement différente en Europe. Donc croissance faible dans les deux pays, le Royaume-Uni et l'Europe continentale, et une inflation, et ça il faut le marquer, qui, on l'a vu, les derniers chiffres qui viennent d'être publiés donc en zone euro, on est à 2,4% sur un an. Le Royaume-Uni va bientôt tilter les 2%. Donc effectivement, et on va rester dans ce range-là, entre 2 et 2,5 sur les prochains trimestres. Ce qui est un scénario qui est complètement à l'opposé de ce que l'on a donc aux États-Unis, puisque l'inflation, malheureusement, va rester entre 3 et 3,5 jusqu'au mois de septembre. Peut-être, si on a un peu de chance et si on n'a pas trop de désordre en interne, on passera juste en dessous des 3%. Mais pour avoir 2,5, il faut se téléporter en 2025. Ah ouais. Donc, effectivement, il y a un espace de liberté et d'ouverture qui est en train de se créer à la faveur des banques centrales européennes, où elles peuvent prendre de l'initiative. Alors, initiative pour la Banque centrale européenne qui est confortée par l'évolution de l'inflation salariale. C'était ce qui embêtait Madame Lagarde en fin d'année, ce qui avait été aussi un petit peu confus en termes de communication, puisqu'on avait un nouvel indicateur qui était sorti, qui montrait que les nouvelles négociations avec des effets de rattrapage, notamment en Italie, nous amenaient sur une inflation qui était légèrement en réaccélération, mais visiblement, d'après les derniers indicateurs dont disposait Madame Lagarde, cette crainte est plutôt levée. Donc, avec 3 conditions, le scénario global de l'inflation, la désinflation, la transmission de politique monétaire qui est efficace dans la zone euro, donne confiance, pour reprendre effectivement le libellé exact de la formulation qui permet cette déconnexion. Mais cette déconnexion, elle est là pour durer et elle devrait effectivement aussi avoir un impact sur l'évolution des taux. Et on n'est plus dans la Cadillac américaine sur les taux longs européens. On s'affranchit de l'ombre de la Réserve fédérale américaine de ce point de vue. Que la Fed ou la Banque d'Angleterre puisse commencer sans attendre la Réserve fédérale américaine, c'est une chose. Mais ensuite, quel est le degré de marge de manœuvre une fois la première baisse de taux enclenchée par la BCE pour continuer de baisser les taux, si c'est l'intérêt et si c'est ce que recommande la situation de l'économie en zone euro notamment. Si de l'autre côté, la Réserve fédérale américaine est toujours sur quelque chose de très hésitant. L'inflation aujourd'hui, dans toutes ces grandes économies, c'est d'abord un problème domestique. Alors, on met de côté ce qu'il va falloir être vigilant sur l'évolution des prix des matières premières et la situation géopolitique au Moyen-Orient, puisque chaque week-end, on a des risques de quelque chose. Si on accepte effectivement ce facteur qui peut être important, on a des trajectoires, comme je le disais, sur l'inflation qui permettent de tenir des rythmes au moins de 75 points de base de baisse de taux au Royaume-Uni et en zone euro. D'accord. Et plus si affinité, les affinités proviendraient d'une croissance qui est encore assez lente, d'effet de transmission d'un marché de l'immobilier, tant au Royaume-Uni qu'en zone euro, qui est quand même très mal en point. Et donc là, il y a un besoin effectivement d'oxygène. Ça va un peu mieux au Royaume-Uni, mais c'est encore assez mal orienté. Et puis, on revient sur cette histoire d'inflation salariale. Plus on va avancer dans le calendrier, les négociations salariales en Allemagne, par exemple, en fin d'année 2024, vont se faire, je dirais, de façon beaucoup plus calme. Donc,
la comparaison sur un an va progressivement donc s'amenuiser, même si on est encore avec du 4 ou après du 3%, ce sera encore élevé, mais ce ne sera plus un facteur d'accélération des prix cœur. Ah ouais. Et donc là, ça donne du confort. Donc 75 points de base, mais on peut aller très bien à 100 points de base, alors que pour la Fed, on va refaire avec la comparaison. Si ça se passe bien, on a 2 baisses de taux, 2 fois 25. Si ça se passe pas bien, on en a une seule. Et puis, on va se poser sur la question... Enfin, pas bien, ça veut dire que la croissance nominale est trop forte pour permettre à la Fed de baisser ses taux. Donc ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien du côté de la croissance. Oui, j'ai toujours du mal à dire que trop de croissance, c'est mal. Alors, trop bien du côté des taux de marge des entreprises, puisque le prix nominal, c'est la marge des entreprises. Mais effectivement, ça va résister du côté... Et surtout, le taux terminal ne sera pas du tout le même, parce que la Fed ne pourra pas aller aussi bas, surtout qu'il y a le calendrier électoral qui vient jouer là-dessus, puisque on va être en pleine campagne électorale dans pas très longtemps. Mon sentiment, c'est que si on a déjà des doutes sur les baisses de taux de la Fed en 2024, on peut déjà commencer à s'interroger sur celle de 2025 aussi, en fonction du résultat des élections du 5 novembre. Et 2026, parce que 2026, je ne vois pas pourquoi il y aurait des baisses de taux s'il y a de la relance budgétaire. Et les deux programmes, celle à partir de 2025. Et les deux programmes, M. Biden et M. Trump, nous disent qu'il va y avoir de la relance de déficit budgétaire avec des dépenses qui vont augmenter dans des thématiques qui sont différentes, et personne n'a cure de ce qu'a dit le CBO en disant en 2054 la dette par rapport au PIB sera de 176%. On écoute peu effectivement ces gens-là, même s'il y a eu une sortie il y a 2 semaines du directeur du CBO, Congressional Budget Office, qui est l'organisme bipartite indépendant qui s'occupe notamment de réaliser les trajectoires de déficit et de dette aux États-Unis. Philippe, que vous inspire cette histoire de découplage, de désynchronisation? Quel degré de découplage est-ce qu'on peut attendre? Et qu'est-ce que ça génère dans le marché? On a vu que la semaine a été très turbulente quand même sur ces questionnements autour des chemins de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Maintenant, on peut l'acter, un décalage de politique monétaire. Nous, on l'attendait parce que c'est vrai, vous l'avez très bien dit, la situation, et en termes de croissance et en termes d'inflation, elle est quand même très différente des deux côtés de l'Atlantique. Il faut remettre les choses en perspective. L'inflation américaine, on n'est pas en 2021, on n'est pas en 2022. Elle a juste du mal, on va dire, à descendre sous les 2%, alors que nous, on y arrive. Puis on en reparlera sans doute, ça dépend aussi des modes de calcul. Mais bon, globalement, on a une croissance nominale qui est, allez, on va dire, de l'ordre de 5 aux États-Unis. Donc avoir des taux courts à 5, ça n'a rien d'étonnant. Alors qu'en zone euro, on a une croissance nominale qui est peut-être, disons, de l'ordre de 2,5. Donc avoir des taux courts à 4, c'est beaucoup. Donc enfin, effectivement, on va avoir cette divergence. À la rigueur, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas baissé les taux hier. Mais bon, ça, ils ont débattu. Certains l'ont proposé. Mais ce n'était pas le consensus. C'est le consensus. Et on sait que Mme Lagarde, contrairement à son prédécesseur, aime le consensus, ce sera pour le mois de juin. Il y a d'avoir une majorité pour la première baisse de taux. Oui, absolument. Mais... Bon, donc, et puis c'est vrai que ça joue probablement sur la demande de crédit bancaire, ça joue sur les taux immobiliers. Bon, mais on sait que les taux souverains aussi, qui est quand même un élément très important pour l'endettement en zone euro, les taux longs sont déjà bas, on y reviendra. On est quand même en dessous de 2,5 déjà sur le 10 ans allemand. Bon, sur votre question sur est-ce que ça peut se prolonger, je dirais sans doute, mais ça dépendra beaucoup aussi de l'évolution de l'économie américaine. Pour l'instant, tout va bien, mais il y a quand même quelques petits signaux qu'il va falloir continuer à regarder. Puis évidemment, plus les taux restent haut longtemps, plus ça va quand même continuer à mordre sur les acteurs qui ont besoin de rouler de la dette. Voilà. Donc il ne faut pas non plus penser que l'économie américaine, elle est absolument immunisée à tous les... Le débat, ou en tout cas les paris affichés par certains qui nous disent il n'y aura pas de baisse de taux de la Fed, préparez-vous, il n'y en aura pas. C'est déjà un peu extrême pour vous, peut-être? Ce qui est intéressant, et je reviens sur la deuxième partie de votre question, c'est quand même qu'il y a des réactions dans le marché obligataire qui sont colossal par rapport à, on va dire, à une différence de chiffre d'inflation. C'était 0,4 au lieu de 0,3 attendu. Donc on voit quand même, prend 20 points de base. On voit que le marché, exactement, le 10 ans prend 20 points de base, 20 points de base, c'est arrivé, de mémoire, c'est arrivé 10 fois dans les 20 dernières années sur une journée. Donc c'est un mouvement, un sismographe, le repère. Donc ça prouve quand même que le marché obligataire est quand même perturbé. On l'avait vu dans l'autre sens en fin d'année dernière quand les investisseurs
s'était mis à anticiper 6-7 baisses de taux de la Réserve fédérale, simplement, effectivement, parce qu'on avait eu, à l'inverse, des chiffres d'inflation un petit peu en dessous des attentes et que M. Powell avait ouvert la porte, on va dire, au pivot. Donc maintenant, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Mais il ne faut pas complètement balayer d'un revers d'une gueule le fait que l'économie américaine ne va pas forcément être à 2,5 sur toute l'année. Voilà. Donc ça, c'est à surveiller. Alors évidemment, ça soutient le dollar. Donc l'histoire n'a pas complètement changé encore. Elle a évolué, mais elle ne s'est pas renversée. Non, c'est ça. Enfin, elle est meilleure aux États-Unis, tant mieux. L'histoire des baisses de taux, exactement. Non, l'histoire des baisses de taux, voilà. C'est plus, on va dire, c'est plus le marché qui avait énormément espéré dans une année qui aurait été fantastique, avec à la fois des croissances de bénéfices à 15% et des baisses de taux de 150 points de base. Ça, franchement, on n'y a pas cru. Voilà. Donc, et c'est l'autre point important, c'est-à-dire que ce que vous lisiez en début d'année ou ce que vous entendiez, c'était baisse de taux, ça veut dire qu'il faut être long des obligations. Mais si le taux à 10 ans est déjà à 100 points de base en dessous du taux monétaire, il y a déjà beaucoup de choses qui est pricé. Donc aujourd'hui, on est revenu, en tout cas sur le marché américain, à des choses un petit peu plus raisonnables. Nous, on avait 4,5 en cible. Non, 4,5 sur le 10 ans. Pour se dire, OK, là, effectivement, ça devient un peu plus intéressant de regarder de la duration. Donc, voilà. Mais, c'est un seuil qu'on a, qui a été testé, franchi même. Il a été franchi mercredi. On est autour de ce niveau-là aujourd'hui. Voilà. Là, effectivement, c'est intéressant de se poser la question parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien y avoir un ralentissement de l'économie américaine. Ça viendra. J'entends. Le point intéressant, si je peux me permettre de rebondir effectivement par rapport à ce que l'on disait, c'est le programme d'émission du Trésor. C'est-à-dire, en fait, et là, on va avoir des annonces trimestrielles, mais aussi on voit bien que derrière, il y a toute une stratégie qui est peut-être en train de changer, puisqu'ils auront la tentation d'émettre plus sur le court que sur le long, mais s'ils viennent sur le long, parce que derrière, il y a des programmes ambitieux de relance budgétaire, il faut appeler un chat, de relance budgétaire, donc aux États-Unis, avec l'un ou l'autre des candidats. Il faudra payer plus cher. Effectivement, il faudra payer plus cher. Et oui, on l'a vu avec les émissions du 10 ans et du 30 ans. Le 440, effectivement, alors là, c'est pas le nom de l'indice, c'est le seuil sur les obligations longues. Il pourrait malheureusement être encore challengé si jamais il y a un retour budgétaire et les agences de notation devraient peut-être aussi faire leur travail. Baisse compliquée pour les taux longs, oui. C'est difficile d'imaginer Enfin, toute chose égale par ailleurs, sauf accident est évidemment important, mais ça veut dire que par rapport à grande baisse des taux longs. En octobre-novembre, tout le monde serait sur la duration. On en parlait tout à l'heure avant de venir. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, on s'oriente vers des marchés obligataires qui sont un peu plus fragmentés entre pays, mais aussi entre segments. Ça veut dire que la gestion obligataire est devenue beaucoup plus complexe qu'avant. Mais bon. Ça redonne de l'intérêt à cette gestion obligataire qui n'a vu qu'un grand mouvement de baisse de taux pendant toute une génération. On l'a déjà évoqué avec vous, Pierre-Alexis. On ressort les gérants obligataires sur les plateaux. Que vous inspire cette idée de découplage ? Est-ce qu'il faut commencer à, mettre une vraie probabilité sur le fait que la Fed ne puisse pas baisser ses taux cette année ? À l'extrême inverse du spectre, Larry Summers nous dit, moi, j'imagine 15, 20, 25% de probabilité que la Fed monte les taux dans son prochain mouvement. C'est sans doute une position extrême qui appartient à Larry Summers. Mais quand même, ça montre bien la nature du débat aussi aujourd'hui. Oui, non, mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas inversion des anticipations, il n'y a pas de problématique sur les marchés d'actifs risqués. Les marchés peuvent être patients de ce point de vue-là. Ils peuvent être patients. Tout à fait. Vertu rare quand même chez les marchés. Il va être patient. L'autre point qui est clé, c'est la volatilité, elle n'est pas sur les actifs risqués, elle est sur les taux. Et donc aujourd'hui, l'intérêt marginal d'avoir des actions est beaucoup plus fort qu'avant par rapport aux taux. Voilà. Donc ça, vous avez aussi un intérêt, puisque aujourd'hui vous avez des volatilités beaucoup plus fortes. Et un actif qui résiste beaucoup mieux à des inflations légèrement supérieures. Il ne faut pas que ça passe 4%, mais si on reste entre 2,4, on m'a dit, c'est maximal pour la valorisation des actions. Et donc ça fait baisser les primes de risque. Et on a eu des primes de risque extrêmement hauts pendant 10 ans. Et là, on est revenu à des primes de risque beaucoup plus standards qu'on avait avant la période de déflation que l'on a connue à partir de la grande crise financière. Donc ça nous conforte dans notre scénario, puisqu'on avait. Vous étiez déjà très prudent sur les baisses de taux de la Fed. Nous, on était long for ailleurs. Avant, on était longer for ailleurs. Et on est passé long for ailleurs en décembre. High for longer, oui, c'est ça. Pardon. Voilà. Et par contre, le processus de découplage, je pense qu'il y a quand même quelques forces de rappel qu'il faut qu'on cite pour les auditeurs. Le premier, c'est évidemment,
il y a quand même un certain nombre de forces globales qui sont derrière ça. Donc vous avez les matières premières, vous avez un marché de l'emploi qui reste quand même relativement fort, même en Europe. On est quand même sur des marchés de l'emploi qui sont encore un peu tendus. Et donc ça devrait limiter quand même le phénomène de découplage fort entre les différentes banques centrales. Et le troisième point aussi, c'est que si on a fort découplage, on aura sans doute des réactions assez fortes sur les taux de change. Donc ça a été le test, le laboratoire de la semaine a été sur le Forex de ce point de vue-là. De ce fait, vous allez avoir un peu d'inflation importée qui va faire que... de toute façon, là, c'est encore positif pour les actifs risqués parce que les devises baissent. Normalement, c'est positif croissance Europe. Et c'est positif inflation. Donc aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on est un peu, on le dit, dans un scénario boucle d'or sur les actifs risqués, et c'est pour ça d'ailleurs que les actions et les actifs risqués globalement se comportent si bien, parce qu'on est dans une vision où il y a un peu d'incertitude sur les taux, mais pas et l'inflation, mais pas à des niveaux suffisants pour créer du stress sur les marchés, sur les marchés d'actifs risqués, et finalement des scénarios de croissance nominale qui sont bien plus porteurs qu'avant, et qui poussent un peu les valorisations vers le haut et les primes de risque vers le haut. Ma question pour la Fed, tiens Philippe, si vous voulez reprendre la parole, mais ma question était, si l'économie américaine ne justifie pas, en tout cas dans l'immédiat, un put de la Fed, des baisses de taux assurantielles, est-ce que le rappel peut venir de la sphère financière ? Encore une fois, le maintien de taux élevés pour longtemps, ça peut provoquer des craquements aussi dans la sphère financière. Il y en a eu une série depuis 2022, FTX, crise des LDI britanniques, SVB... Oui, c'est possible. Ça rythme quand même cette séquence. Alors, il y en avait eu l'année dernière, et on a vu que le programme spécial qui avait été mis en place pour les petites banques régionales avait été arrêté sans trop de problèmes. On en a moins parlé, ça fait moins on va dire le devant de la scène que les baisses de taux, mais elle va probablement arrêter son quantitative tightening, quand même, la Réserve fédérale. Donc il y a le problématique de la liquidité. On ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais effectivement, comme le Trésor avait émis beaucoup de titres courts, ça avait aidé à contrebalancer le quantitative tightening. On sait que sur le restant de cette année, la liquidité va être un petit peu plus tendue. Ça explique aussi peut-être ce regain de volatilité sur les marchés d'actions et sur les marchés d'obligations qu'on a commencé à voir. Mais bon, les grandes banques, vous citiez en introduction, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, c'est ultra solide. Non, c'est vraiment effectivement ce qui peut se passer en matière de devises. Alors, oui, on a passé les 1,06. Ça reste quand même très, très calme par rapport à ce qu'on a pu connaître en moyenne sur les 10 dernières années. On a dû faire, sur les 12 derniers mois, on a dû faire 1,15, 1,05 comme range sur l'euro-dollar. C'est pas beaucoup par rapport à des économies divergentes. Et il a fallu quand même, depuis le début de l'année, il a fallu attendre mercredi pour que ça bouge un petit peu, alors que ce qu'on dit sur... l'inflation et la croissance, c'était observable auparavant. Oui. Donc, on va dire la résistance des marchés de change est aussi assez forte. Bon, voilà, on va voir le yen restant un petit peu une exception. Mais bon, la Banque du Japon a quand même une politique beaucoup plus divergente. Quand elle parle de hausse de taux, c'est 10 points de base, et on en aura peut-être 2 cette année, c'est quand même pas énorme. Voilà. Après, effectivement, je pense qu'on va re-rentrer sur un régime micro sur les bénéfices des entreprises. Mais... Et qui vont venir confirmer ce que le marché a anticipé, ou l'idée que la croissance nominale plus forte pour plus longtemps, c'est bon pour les résultats des entreprises, pour les marges des entreprises, pour le pricing power des entreprises. On est encore dans ce phénomène-là ? Alors, si la croissance est bonne, normalement, c'est bon pour une entreprise. Et puis, ce qui compte toujours sur les marchés, c'est la réalité versus les anticipations. Les anticipations, si vous prenez les actions américaines, les anticipations sur 2024, elles sont élevées. Elles sont à plus de 15% de mémoire. Mais en fait, quand vous regardez séquentiellement, pas au premier trimestre. Au premier trimestre, là, ce qu'on attend en moyenne sur le S&P, c'est 3% de croissance par rapport au T1 2023. Ça n'a fait qu'être revu à la baisse, comme d'habitude, sur les 3 derniers mois. Donc, honnêtement, la barre me paraît pas difficile à battre. Quand on sera au 4e trimestre, c'est loin encore. Mais le 4e trimestre 2024, c'est 17% par rapport au 4e trimestre 2023. D'accord. Donc là, voyez, la barre va être quand même... Ça va crescendo, quoi. Voilà. Crescendo, avec effectivement des risques qui vont quand même aller crescendo aussi. Donc faut pas s'attendre à ce que forcément le scénario Goldilocks dure toute l'année. Mais pour l'instant, profitons-en. Qu'est-ce qu'on dit du pricing power des entreprises ? Et c'est un point... avec les salaires qui a été souligné par Christine Lagarde dans sa conférence de presse. C'était d'ailleurs deux paris que faisaient
les forecasters de la BCE. L'idée, effectivement, d'une modération du salaire, des salaires, peut-être même d'un regain de productivité devant nous, un rattrapage, peut-être, par rapport à ce qu'on observe aux États-Unis, et l'idée que les entreprises, à travers leurs marges, allaient commencer à absorber aussi une partie de la hausse des coûts unitaires du travail. Et ça a été mentionné explicitement. Je crois même que c'est dans le communiqué de la Banque Centrale Européenne hier, Patrice. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a moins d'inquiétude sur ce sujet-là, alors qu'effectivement, c'était un gros sujet. Et est-ce que les investisseurs actions, eux, doivent commencer à s'inquiéter justement de cette situation? Non, parce qu'en fait, et là je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que le discours des entreprises, il est que l'activité est grosso modo normale. C'est-à-dire qu'en définitive, si on paye plus du côté des salaires, il y a aussi des économies de coûts. Et notamment, on le voit, et ça c'est vraiment évident dans les sondages détaillés que peuvent nous révéler les indicateurs PMI. Et on voit que dans le secteur manufacturier, il y a une baisse des coûts des entrants, ce qui permet effectivement d'avoir une certaine latitude sur, je dirais, en fait, l'appréciation des salaires, puisqu'on a même, je dirais, des enquêtes aux États-Unis où on a des hausses de salaires qui sont programmées sans avoir nécessairement de hausse de prix programmée là aussi. Donc ça veut dire en fait qu'en termes de coûts, ça n'est pas une contrainte majeure, qui devrait se retrouver effectivement globalement dans une productivité qui va être bonne, pour rebondir sur votre premier point, qui va être bonne puisque en zone euro, on part de zéro, donc on va avoir un effet productivité. Même chose donc au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, elle peut rester bonne, mais là, il faut agir ou agiter un autre facteur, c'est l'investissement en technologie et la façon dont celui-ci est progressivement. Et les dernières études montrent que ce progressif est vraiment très progressif, c'est-à-dire que pour l'instant c'est le secteur de la technologie et quelques secteurs, la finance, je dirais tout ce qui est production artistique, audiovisuelle, qui commencent à bien utiliser en fait ce secteur de l'intelligence artificielle, mais ça va passer 5-6 ans dans les secteurs traditionnels. Et là, il y a 2-3 points de productivité à gagner, c'est-à-dire un demi-point ou plus de croissance potentielle. Ce qui veut dire que le 2,5 qui pose problème aujourd'hui aux États-Unis ne posera pas de problème demain, parce qu'il pourra vivre avec une inflation à la limite encore à 2,5, mais des salaires qui peuvent être beaucoup plus hauts parce qu'il y a des gains de productivité. Et là, on retrouverait un cycle comme celui qu'on avait connu au début d'Internet, quand Internet avait diffusé dans l'ensemble les 90, quoi, les années 90. Alors la fin des années 90. Oui, la fin, milieu-fin des années 90. Et juste avant 2001. Et juste avant 2001. C'est ça. 94 jusqu'à... Juste avant 2001. Ouais. Comment vous regardez aussi, je veux bien qu'on en dise un mot, mais on parle beaucoup de la politique monétaire, mais c'est vrai qu'il faut regarder aussi le policy mix dans son ensemble. Avec la question de savoir qu'est-ce que vous comprenez de la guidance que les décideurs de politique budgétaire offrent aujourd'hui, notamment au marché et aux investisseurs, par rapport à ce que la politique monétaire nous dit. Et quel est le lien que vous voyez entre des déficits budgétaires qui vont quand même rester relativement amples devant nous, pour le dire le moins, Patrice, et les politiques budgétaires telles qu'elles sont signalées ou telles qu'elles seront conduites demain? Alors aujourd'hui, la politique monétaire, partout, c'est la pédale frein qui est activée. La politique budgétaire, elle est toujours en mode accélération. Et elle va, aux États-Unis, continuer à accélérer à un moment où la politique monétaire va progressivement, je dirais, s'accommoder, être plus accommodante. Alors, on ne parlera pas de dominance fiscale, même si le terme peut apparaître. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte d'indépendance. La Fed ne devient pas la BOJ, pour être méchant. C'est-à-dire, la Fed n'est pas inféodée au gouvernement, mais elle va aller dans un sens qui est pro-croissance. Côté européen, donc la Banque Centrale Européenne va s'assouplir. Donc là, on appuie sur la pédale d'accélérateur. Un peu d'accélérateur, parce qu'effectivement, on parlait du crédit, refinancement des entreprises, les il y a un vrai soutien. Ça peut apporter un vrai soutien. Et surtout l'immobilier, ça va se voir. Donc ça va se voir. Par contre, il y a la Commission européenne qui va commencer à regarder en détail les projets budgétaires 2024-2025. Et là, il y en a un qui est en avance sur tous les autres élèves, ça s'appelle l'Allemagne, parce que l'an prochain, et en 2026, on aura rempli les critères de Maastricht. Ce qui ne sera pas le cas pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Belgique, pour les Pays-Bas. C'est-à-dire, grosso modo, pour tout le reste de la zone euro. l'Allemagne, oui. Ce qui n'est pas une nouveauté. Non, ce qui n'est pas une nouveauté pour les marchés. Luxembourg aussi fait remarquer Philippe Puzan, très bien. Et donc là, on va avoir accélérateur frein. En fait, je dirais, l'assouplissement de la politique monétaire viendra à un bon moment et sera bienvenu par rapport à des discours et des discussions budgétaires qui vont être un petit peu plus difficiles. Est-ce que les marchés ont raison de ne pas mettre de stress sur cette
cette question des déficits et des dettes aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez dissonant entre le ou les discours qu'on peut entendre ici et là. Je lis pas la presse italienne tous les jours, etc. Mais enfin, en tout cas, la presse française en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a eu un dérapage aussi en Italie constaté, etc. Sur le marché, on a l'impression que l'histoire n'est pas du tout aussi grave que ce qu'on entend ici et là. Oui, c'est d'ailleurs un constat qu'on fait qui me semble intéressant, parce que c'est qu'on a une situation totalement miroir de la période précédente, où on avait des politiques monétaires très accommodantes et des politiques budgétaires qui étaient plutôt restrictives dans le monde. Là, en zone euro, en tout cas, oui. Et pour nous, c'est le signe, en effet, d'une sorte de changement de paradigme. Et le cœur surperformait la périphérie, quand aujourd'hui, c'est la périphérie qui surperforme le cœur. Puisque la périphérie a un problème de dette, et s'il n'y a plus de... donc, pour nous, c'est assez cohérent avec ce qu'on voit comme type d'environnement à moyen long terme, c'est-à-dire qu'on a des besoins de dépenses. Et donc la dette va servir à ça. Et du coup, on va rentrer sans doute dans des structures de marché plus inflationnistes de ce fait, parce que si vous avez beaucoup de dépenses, si vous n'avez pas d'inflation, vous avez un gros problème pour payer votre dette à moyen long terme. Donc voilà. Après, c'est quand même toujours une épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Madame Liz Truss, en 3 semaines, vous pouvez vous retrouver, je place ma dette comme des petits pains, on arrête tout et maintenant, tout se ferme. Voilà, il ne faut pas faire de la provocation en disant je vais baisser les impôts et augmenter les dépenses. Voilà. Il faut quand même continuer à tenir un discours qui a l'air sérieux. Bon, mais vous avez raison. Sur la durée, ça devrait quand même se traduire par des courbes de taux plus pentues. Là, finalement, on n'est pas encore complètement sorti dans les têtes du quantitative easing, d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, c'est clairement un risque qu'il faut avoir en tête et qui, d'ailleurs, change un peu l'intérêt. Ce que je vous disais, l'intérêt relatif des actifs. Oui. Vous avez maintenant un peu plus de risques. La hiérarchie est plus tout à fait la même. Et donc attention attention, les primes de risque des actions sont extrêmement basses par rapport au taux. Oui, mais bon, vous avez un changement de paradigme. S'il perdure et qu'on a raison, il est assez normal que les primes de risque des actifs risqués restent relativement faibles par rapport aux actifs dettes gouvernantes. Donc ça nous semble logique. Et l'autre point que je voulais vous mettre en avant sur cette problématique-là. Dette, je ne sais pas, alors vous aide, dette, spread... Ça joue aussi favorablement sur les obligations d'entreprise. En relatif par rapport au souverain. Oui, parce que elles sont plutôt en bonne santé. Si vous voulez avoir un pick-up de taux, il vaut peut-être mieux aller chercher du crédit qu'allonger. La semaine dernière, je n'arrive pas à me souvenir où, mais on pourrait avoir des obligations d'entreprise qui coteraient avec des spreads négatifs par rapport aux treasuries, ce qu'on a vu parfois en Europe. On l'a vu chez Nestlé, je crois. Oui, peut-être. Voilà. Donc tout effectivement. Tout à fait. Et moi, j'entendais des discours d'investisseurs un peu type fonds de pension qui sont, eux, soumis et contraints d'obliger d'acheter de l'actif sans risque et qui, généralement, achetaient du treasuries. Ils mettent parfois un peu d'Apple à la place ou un peu de Microsoft. Tiens, ça fait le job aussi et c'est pas moins bien que des treasuries, quoi. En fait, ce qu'on observe maintenant, c'est que pour aller chercher du rendement, donc il fallait chercher du crédit. Comme vous l'avez mentionné, effectivement, personne n'a envie d'aller se positionner très long sur la duration. Donc, on va aller chercher des catégories de crédits de plus en plus risquées, AT1, COCO, etc., etc. Et tout le monde est très, très content des rendements que ça offre pour le moment. Puisque les murs de refinancement, c'est 2025, 2026, on a le temps. Et là, on aura des taux courts beaucoup plus bas. Et donc, Pierre-Alexis, par contre, il ne faut pas être un point aberrant. Voilà. Et donc, il faut rester dans le pacte des États. Et c'est pour ça qu'on a la France qui stresse. Mais là, je reviens au petit warning du patron du CBO américain, parce que c'était dans le FT il y a 15 jours. Lui, il appelle ça, c'est le risque à la truss pour les treasuries. Alors, c'est son job de parler des risques, mais voilà. Après, comme le disait Philippe, il ne faut pas un jour arriver en disant on va baisser tous les impôts non financés et merci au reste du monde de venir nous financer pour ça, quoi. Il ne faut pas être provoquant et il ne faut pas être un point aberrant. Alors, il faut rester dans des normes... Et le marché dit qu'il n'y a pas de point aberrant aujourd'hui en zone euro de ce point de vue-là. Pour l'instant, oui, mais ça peut... Par contre, le problème des marchés, c'est que ça change vite d'avis.
On l'a vu. Cette baisse de taux, 2 baisses de taux en l'espace de 3 mois, ça va vite. Hein. Voilà. Donc, le point Liz-Truss était intéressant, le moment Liz-Truss était intéressant, puisqu'on l'a vu au Royaume-Uni avec la nouvelle copie budgétaire qui a été présentée il y a quelques 2 mois. Donc c'est exactement le contraire. C'est-à-dire comment ne pas faire de vagues et comment, paradoxalement, en fait, donner une copie budgétaire qui va être parfaite pour le prochain gouvernement anglais, même si ça change de majorité, puisqu'il y aura une réduction des déficits à moyen terme. Je pense aussi, et là, dans le discours du CBO, je reviens là-dessus, l'an dernier, on a eu un avertissement sur la dette américaine en disant faites attention, vous ne contrôlez pas votre dette à moyen terme parce qu'il y a des dépenses de santé, des dépenses qui sont liées au vieillissement de la population et les dépenses d'intérêt. Les dépenses d'intérêt, mais en fait sur ces 2 points-là, c'est-à-dire qui sont des problèmes de moyen terme de la compétitivité de l'économie américaine, en fait l'État, et on l'a vu le débat budgétaire donc aux États-Unis qui vraiment c'est kick the can, c'est-à-dire on relève systématiquement en fait le plafond de la dette pour ne pas avoir à trancher ni dans les dépenses ni dans les décisions sur les impôts. Et là, ce diagnostic-là qui avait été fait il y a 1 an, il est tout à fait valide et il est même corroboré et encore appuyé par ces études 2030-2054 sur le budget américain. Si les agences de notation font bien leur travail, au mois de juin, au moment de la campagne électorale, elles vont venir avec une petite clochette en disant « Messieurs les candidats, s'il vous plaît, faites quelque chose sur... » je dirais les problèmes structurels à moyen terme de l'économie américaine. Il y a une grosse cloche, je pense. Parce que la petite clochette, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour se faire entendre. Je pense que la petite clochette, elle pourrait être entendue par les marchés financiers. Ça peut se traduire par une prime de risque, ou une prime de terme, ou une prime sur le dollar. Mais là, ça sera une prime négative sur le dollar. Ah ouais, j'entends. On suit les émissions du Trésor américain, 10 ans, 30 ans, voilà, ça se place évidemment sans problème, mais il faut toujours rajouter un petit extra rendement pour être sûr que tout le papier et que le dernier dollar parte bien comme il faut. Bon, sur le plan des marchés, donc, dans quelle mesure il faut rester pro-risque, un peu, beaucoup quel type de risque en termes de classe d'actifs on a envie de prendre aujourd'hui, Philippe ? En matière de classe d'actifs, donc, l'environnement, il reste... comme je disais, pour l'instant favorable aux actifs risqués. Donc il y a eu un premier trimestre très fort, avec encore une fois un ressort qui était différent. À la fin de l'année dernière, c'était les baisses de taux qui faisaient monter les marchés actions, globalement. Là, on a bien vu qu'ils arrivaient à trouver un nouveau ressort dans la croissance et dans la croissance des profits. On dit pour l'instant, tant que les anticipations restent raisonnables et possibles à battre, mais pour moi, c'est le cas dans le trimestre qui s'ouvre, même probablement sur le trimestre d'après. Pour l'instant, tout va bien. Donc sur les obligations, nous on était prudents sur la duration en début d'année, donc là on commence à penser, mais prudemment, à allonger, mais ça se regarde. Aujourd'hui, c'est plus équilibré. Encore une fois, la question c'est qu'est-ce qui est pricé et quel est l'upside, quel est le downside. La troisième chose, et ça, je voulais en parler parce que j'ai beaucoup entendu des investisseurs en Europe, et c'est complètement différent aux États-Unis, sur les 18 derniers mois, nous dire on n'a plus besoin de la gestion alternative. Quand les taux étaient à 0, il fallait faire autre chose. Maintenant qu'on peut avoir du 4, du 4,5, du 5, on va chercher un peu du crédit. Il n'y a plus besoin. Et donc, on a vu globalement, vous avez beaucoup de hedge funds au format UCITS qui ont fermé. Vous avez eu de la décollecte sur... Or, les performances sont bien meilleures. Les performances étaient bonnes en 2020. Meilleures que le monétaire. Ah ouais, elles sont bien meilleures que le monétaire. Enfin, si vous prenez un indice de hedge fund, vous êtes à 5% en dollars sur le premier trimestre. Donc, et la meilleure stratégie, ça a été les CT et les suiveurs de tendance. On est donc il y a un indice qui est calculé par la Société Générale SG-CT, on est à 12% depuis le début de l'année, c'est-à-dire mieux que les actions et infiniment mieux que les obligations. Alors pourquoi ? Parce que, en général, les hedge funds, ils sont longs de cash en base de portefeuille. Évidemment, quand le cash rapporte 5%, c'était mieux que le zéro d'avant. Et ça leur donne aussi une facilité à prendre du risque parce que vous avez un coussin qui peut amortir les pertes. Et puis, vous avez eu donc de la dispersion sur les marchés actions, donc les long short par exemple. C'est vrai que c'est difficile pour les gérants actifs parce que même s'il y a un petit peu plus de titres qui battent l'indice, on est sur, par exemple, sur les S&P 500, on est à 40% des titres qui battent l'indice, quand sur l'année 2023, il n'y en avait que 1 sur 4. D'accord. Mais bon, s'il y en a 40%, ça veut dire qu'il y en a 60% qui font moins. Et donc si vous avez en pure sélection, si vous arrivez à identifier, et puis les tendances ont été très fortes. Alors les suiveurs de tendance, eux, ils ont eu pour une fois,
Enfin, ils ont eu carton plein, ce qui est très difficile, mais ils étaient effectivement long action, short taux, long dollar, long matières premières. Tous les trades étaient bien. Tous les trades étaient bien. Et effectivement, du coup, il y a de la compensation aussi. Ça veut dire que, par exemple, en étant long action, même une journée comme mercredi où les marchés actions baissent, vous gagnez sur le dollar, vous gagnez sur le pétrole, vous gagnez sur l'or, et ils finissent une journée positive là où les actions et les obligations baissent. Donc, il y a quelque chose de diversifiant pour les portefeuilles, là où, effectivement, on est quand même dans un régime où les obligations sont quand même... sont plus, on va dire, le partenaire sympathique qu'elles ont été pour les actions pendant des années. Ouais. Et malgré, effectivement, cette rémunération du cash, aujourd'hui, il y a quand même peut-être de l'intérêt à aller chercher des stratégies oui, parce que du coup, ça veut dire que... complexes, quoi. Voilà, parce que ça veut dire que là, on peut aller chercher, sur des stratégies de gestion alternative, sur une année, on peut aller chercher des performances à 2 chiffres. Ouais. Donc, ça reste tout à fait... Et avec une volatilité qui est évidemment plus basse que ce qu'on a sur des actifs risqués traditionnels. Je reprenais, mais je ne l'ai plus, mais l'Eurostock 50, au terme du premier trimestre, faisait un plus 12, plus 13. Juste les actions zone euro. Non. Ouais. Si. Ouais. C'était pas mal quand même. C'était une des meilleures performances du premier trimestre. J'étais au 10 avril. Au 10 avril. Alors effectivement, depuis 15 jours, ça a un peu changé. Oui, sur les marchés, notamment sur les marchés actions, Pierre-Alexis, est-ce que ce qu'on a vu au premier trimestre, je ne dis pas que ça se défait, mais en tout cas, les tendances depuis le début du mois d'avril sont peut-être plus forcément les mêmes. Premier trimestre, on a eu surperformance de la zone euro, le Japon, bien sûr, et puis en zone euro, c'était le secteur bancaire, c'était l'industrie, c'était des secteurs comme l'automobile, plutôt value, etc. Là, en tout cas, sur la semaine, on a vu le Nasdaq revenir, on voit les actions émergentes qui font mieux maintenant que les indices développés. Donc, est-ce qu'il faut se préparer à capter un nouveau mouvement de rotation, ou est-ce que les tendances du premier trimestre, si on considère que il faut toujours être risk-on, sont des tendances encore porteuses? Non, mais vous pouvez avoir des risk-on qui... Voilà, les marchés sont des êtres vivants. Non, on voit quand même des différences assez notables par rapport à ce qu'on a eu pendant quand même maintenant quasiment 18 mois, qui sont que... vous aviez vraiment la sphère méga cap, notamment techno-américaine, qui a emmené quasiment 50, 60, 70% de l'indice. On n'a plus ça. Ouais. On a une assez forte dispersion sur... Maintenant, on ne les appelle plus les 7 merveilleux, ça va vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit, les Fabulous Four maintenant? Il y a plus de 4. Le meilleur et le moins bon depuis le début de l'année. Ouais. Donc, voilà. Et ça, mais ça, nous, on considère que c'est positif, tout simplement parce qu'on a eu un premier phénomène, ou un choc technologique, où on voit une concentration sur... les acteurs directs. Légitimes, tout à fait. Et puis après, vous avez un phénomène de diffusion. Ouais. Et nous voyons aujourd'hui ce phénomène de diffusion. Aux États-Unis, c'est très clair, puisque maintenant, c'est les mémoires, les producteurs d'électricité, le cloud et autres qui commencent à profiter de ce phénomène. Un phénomène de rayonnement. Et ça, a priori, ça évite l'effet de bulle. Ouais. Donc, nous, on trouve que c'est positif. Deuxième point qui nous semble assez positif, un peu plus de retour sur toute la partie M&A, sur toute la partie opération sur capital, bien sûr. Capital. Oui, bien sûr. Et ça, c'est essentiel. Ouais. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si vous restez concentré sur 10-15 valeurs, on sait tous comment ça va se finir. Il va y avoir un phénomène d'exubérance trop forte, et vous allez avoir un choc de marché important. Et en quoi le M&A résout la situation ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des acteurs industriels qui trouvent preneurs pour d'autres actifs. Et donc, vous n'êtes pas dans des phénomènes où, en fait, les valorisations sont totalement déconnectées et ne permettent pas aux acteurs industriels... Ça signale qu'il y a de la valeur ailleurs. Et deuxième point, ça vous permet, notamment sur les sociétés qui sont un peu en difficulté, de vous restructurer. Avant, vous pouviez pas céder des actifs. Atos n'a pas pu céder ses actifs et s'est retrouvé coincé à un moment. Donc, si vous avez cette capacité-là, vous avez une capacité à vous restructurer et à changer de business model quand la situation va mal, plus simple et plus facile. Donc, le phénomène de divergence qu'on a connu entre des segments de marché risque de revenir un peu plus à la normale. Et ça, c'est plutôt positif pour les marchés
les marchés d'actifs risqués à moyen long terme. Patrice, sur une logique d'investissement, là, qu'est-ce qui vous paraît intéressant? Je serais assez dans la philosophie qui vient d'être développée, c'est-à-dire en fait sans se départir en fait des grands thèmes, parce que le Japon peut continuer à fonctionner, la technologie, vous l'avez bien exprimé, va continuer à fonctionner. Donc on va se positionner, soit prendre des bénéfices comme on a fait avec le Japon, ou soit se positionner sur d'autres secteurs autour. Après, ce que l'on peut faire en restant dans la classe d'actifs actions, c'est d'aller chercher des secteurs ou des sous-secteurs qui n'ont pas performé, ou des marchés qui n'ont pas performé. Alors je pense un peu à la Suisse, pour tout un tas de raisons, aux petites valeurs, qui ont fait beaucoup de faux départs, et puis au marché domestique anglais, le marché immobilier, ou des valeurs de l'immobilier, effectivement, si on a des contextes de baisse de taux. Donc en fait, on arrive effectivement sur la logique de dire, on ne va pas avoir des mêmes performances qui vont se répéter, mais des marchés peut-être un peu plus difficiles, un peu plus volatiles, mais au sein de cela, vous avez en fait un élargissement en fait des performances à des secteurs qui ont été un peu délaissés, sur lequel on peut, sans risque, puisque les valorisations ne sont pas élevées. Donc en définitive, le coût d'opportunité est relativement faible par rapport à une dynamique qui est en train de changer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, Philippe Usan, IM Global Partner et Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management.